Le ciel du 14 septembre 2025 n'était encore qu'une toile d'un gris perle indistinct lorsque la tranquillité de Saint-Briac-sur-Mer fut brutalement déchirée. Dans ce village breton, niché entre des falaises escarpées et les vagues froides de l'océan Atlantique, un sacrilège s'est produit. Une statue de la Vierge Marie, une pièce de marbre pesant près de 150 kg, a été précipitée du haut de la falaise de 60 mètres où elle veillait depuis plus d'un siècle et demi. Le son de sa chute, un grondement sourd suivi d'un fracas explosif, a réveillé les premiers pêcheurs et a marqué le début d'une journée qui allait ébranler les fondations de la communauté. Des témoins, encore ensommeillés, ont affirmé avoir vu un homme la pousser délibérément dans le vide. Ceux qui allaient suivre mettraient à l'épreuve tout ce que les habitants pensaient savoir sur la foi, le jugement et la vérité. Le village de Saint-Briac-sur-Mer existait depuis des siècles, un joyau de pierre accroché entre la terre et l'océan. La statue de la Vierge Marie, installée dans sa chapelle à ciel ouvert au sommet de la falaise, était plus qu'un simple repère visible depuis le port. C'était un symbole. Les ostréiculteurs se signaient en passant devant elle. Les touristes la photographiaient au coucher du soleil. Elle était l'identité même du lieu. Ce matin de septembre, 3 témoins ont rapporté avoir vu un jeune homme, vêtu d'une djellaba, s'approcher de la chapelle à 6h47. Les images granuleuses de la caméra de sécurité d'un café voisin ont capturé une silhouette près de la statue. À 6h52, le bruit de la pierre raclant contre la pierre a résonné, sinistre, avant le fracas final. La statue s'est brisée sur les rochers en contrebas, ses fragments dispersés sur la plage comme les ossements d'un géant. Le socle, profané, gisait sur le côté. En quelques minutes, la gendarmerie était sur les lieux. Le chef de la gendarmerie locale, Stéphane Dubois, a inspecté la scène avec une inquiétude croissante. Il savait ce que cela signifiait pour Saint-Briac. Au cours de la dernière décennie, le village avait accueilli une petite communauté d'immigrants nord-africains, des familles cherchant du travail dans l'ostréiculture et le tourisme. Les relations étaient paisibles, quoique distantes. Mais cet acte pouvait tout enflammer. À 9h, les photos de la statue détruite inondaient les réseaux sociaux. À midi, une foule s'était rassemblée sur le port. La colère grondait parmi les habitants locaux. La communauté immigrée, sentant le changement dans l'air, s'est retranchée chez elle. Les témoins ont décrit le suspect, un homme d'environ 25 à 30 ans, cheveux et barbe noire, portant une djellaba. On l'avait aperçu près de la mosquée de la rue des Remparts. C'en était assez pour la foule. Le chef du bois a pris la décision d'agir vite. À 14h, ses officiers avaient identifié un suspect potentiel, Léo Amrani, un homme marocain de 28 ans travaillant au port. Il avait été vu près de la falaise ce matin-là. Il portait des vêtements traditionnels. Il correspondait à la description. Lorsque les gendarmes sont arrivés au petit appartement de Léo, il a ouvert la porte, la confusion se lisant dans ses yeux. Il n'a pas résisté. Il n'a pas crié. Il a simplement demandé « De quoi s'agit-il » Au poste, Léo était assis en face du chef du bois dans la salle d'interrogatoire. L'enregistreur tournait. « Où étiez-vous ce matin entre 6h30 et 7h » a demandé Dubois. « Je marchais. Je marche tous les matins avant le travail. » Où ça ? Le long du sentier côtier. Je fais ça tous les jours pour ma santé. Près de la chapelle ? Léo a hésité. Je passe devant, oui. Avez-vous touché la statue ? Non, jamais. 3 témoins ont vu quelqu'un correspondant à votre description la pousser de la falaise. Le visage de Léo est devenu livide. C'est impossible. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je respecte toutes les croyances. Ma mère me l'a appris. Mais le respect ne suffisait pas. Les preuves apparentes l'accablaient. Le village voulait des réponses. Le soir même, Léo Amrani était formellement arrêté pour destruction de biens religieux et incitation à la haine religieuse. Devant le poste, la foule scandait, certains exigeant la justice, d'autres l'expulsion. L'imam de la mosquée locale, Karim Ben Saïd, a publié une déclaration condamnant tout acte de vandalisme religieux, mais ces mots se sont perdus dans le vacarme. Dans sa cellule, Léo tenait sa tête entre ses mains. Il connaissait la vérité, mais la vérité semblait désormais sans importance. La détective Sandrine Leblanc est arrivée de Rennes le lendemain matin. Le bureau du procureur régional l'avait envoyée spécifiquement pour sa réputation d'enquêtrice méthodique.
Elle ne travaillait pas à l'émotion. Elle travaillait sur la base de preuves. Sandrine se tenait au sommet de la falaise, examinant le socle vide. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la plateforme de pierre. Elle a tout photographié, les marques d'éraflure, la position du socle renversé, l'angle du bord de la falaise. En contrebas, les techniciens de la police scientifique passaient au peigne fin les fragments de la statue. Le marbre s'était brisé en 17 morceaux principaux. Chaque fragment était photographié, mesuré et catalogué. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» a demandé le chef du bois en s'approchant. « Je vois des questions », a répondu Sandrine. Une statue de 150 kg ne tombe pas facilement. Il faudrait une force considérable. Le suspect est costaud. Il travaille dans les parcs à huîtres. Peut-être. Sandrine s'est accroupie près de la base du socle. Mais regardez ces marques. La statue n'a pas glissé. Elle a été soulevée et basculée. Une seule personne faisant cela laisserait des traces spécifiques, des empreintes de pas, un sol remué, des signes d'effort. Je n'en vois pas pour l'instant. Sandrine a interrogé les 3 témoins séparément. Leurs récits coïncidaient sur les points principaux mais divergeaient sur les détails, un schéma courant dans les témoignages authentiques. Ils avaient vu quelqu'un près de la chapelle. Ils avaient entendu le fracas. Ils avaient vu la silhouette partir. Mais lorsque Sandrine a insisté sur les détails, les comptes rendus sont devenus moins certains. Était-il grand ou petit? A-t-elle demandé à Monique Leclerc, une commerçante de 62 ans qui ouvrait son épicerie. De taille moyenne, je crois. Ou peut-être grand. C'était loin. Que portait-il exactement? Une robe. Une de ces robes religieuses. Une djellaba. Oui, ça. De quelle couleur? Monique a fait une pause. Beige ou blanche? Il était tôt. La lumière était étrange. Des schémas similaires sont apparus avec les autres témoins. Ils avaient vu quelque chose, oui, mais la certitude qu'ils affichaient publiquement ne correspondait pas à l'incertitude dans la salle d'interrogatoire de Sandrine. Sandrine a visité la mosquée de la rue des Remparts. L'imam, Karim Ben Saïd, l'a reçu avec une politesse prudente. Sa communauté était effrayée. « Connaissez-vous Léo Amrani ?» a demandé Sandrine. « Bien sûr, il prie ici régulièrement. C'est un homme bon, respectueux, gentil. » Cette accusation est absurde. Parlez-moi de lui. Il est arrivé de Casablanca il y a 3 ans. Il travaille dur, envoie de l'argent à sa mère au Maroc. Il n'a jamais causé de problème. A-t-il des opinions religieuses extrêmes? L'imam Hassan a secoué fermement la tête. Il est pieux mais modéré. Il a même participé à des événements interreligieux à l'Église catholique. Le père Pierre Dubois peut vous le dire. Sandrine a pris note de rendre visite au père Pierre Dubois, le prêtre de l'église Saint-Malo. Cet après-midi-là, elle a trouvé le père Pierre en train de s'occuper du jardin de l'église. Il avait 68 ans, des yeux doux et des mains usées. Léo, a-t-il dit quand elle l'a interrogé. Je le connais. Nous avons parlé de nombreuses fois. Il a aidé à réparer notre toit au printemps dernier. A refusé d'être payé. A dit que c'était son devoir d'aider ses voisins. A-t-il déjà exprimé de l'hostilité envers les symboles catholiques? Jamais. Bien au contraire. Une fois, il m'a interrogé sur la signification de la Vierge Marie dans notre foi. Il a dit, les musulmans aussi la vénèrent. Nous avons eu une belle conversation. Sandrine est retournée aux preuves. Les images de sécurité du café montraient une silhouette près de la chapelle, mais la qualité était médiocre. L'horodatage indiquait 6h51. Les vêtements de la silhouette semblaient de couleur claire. La taille paraissait correspondre à celle de Léo, mais aussi à celle de centaines d'autres hommes. Elle a demandé des images supplémentaires à d'autres commerces. La plupart n'avaient rien d'utile, mais elle a alors trouvé quelque chose d'intéressant. Des images d'une caméra du port pointant vers la mer, mais captant le bord du sentier côtier. À 6h48, elle montrait quelqu'un marchant vers le nord sur le sentier, s'éloignant de la chapelle, et non s'en approchant. La silhouette portait des vêtements clairs. La corpulence semblait similaire à celle de Léo. Si c'était Léo, il s'éloignait de la scène du crime avant que celui-ci ne se produise.
Sandrine a figé l'image et l'a améliorée autant que la technologie le permettait. Elle ne pouvait pas faire d'identification définitive, mais l'horodatage était crucial. Elle a de nouveau interrogé Léo ce soir-là. « Dites-moi exactement votre itinéraire ce matin », a-t-elle dit. Léo l'a dessiné sur une carte. Il avait quitté son appartement à 6h30, marché vers le sud le long de la rue des Remparts, tourné sur le sentier côtier, marché jusqu'au phare des Roches à l'extrémité sud, puis était revenu vers le nord. « À quelle heure êtes-vous passé devant la chapelle » Vers 6h35 en allant vers le sud, puis à nouveau vers 6h50 en revenant vers le nord. « Vous êtes-vous arrêté » ? « Non, je ne m'arrête pas à la chapelle. Ce n'est pas mon lieu. » La chronologie commençait à créer un doute raisonnable. Saint-Briac-sur-Mer se divisait. Des lignes qui avaient été invisibles devenaient des frontières. Les habitants locaux évitaient le quartier des immigrés. Les familles musulmanes gardaient les enfants à la maison. Le port, autrefois un lieu de collaboration, est devenu ségrégué. L'entrepreneur local Nicolas Moreau a organisé une réunion publique. Il possédait la plus grande exploitation ostréicole et employait des travailleurs locaux et immigrés. Mais sa motivation n'était pas l'unité. C'était la préservation de sa réputation et de son entreprise. « Nous avons besoin de réponses », a-t-il dit à la foule de 200 personnes entassées dans la salle des fêtes. Notre village souffre. Le tourisme est en baisse. Nos gens ont peur. Sandrine a assisté à la réunion, observant depuis le fond. Elle a regardé comment la peur se transformait en colère, comment la colère trouvait des cibles. La gendarmerie a son suspect, a crié quelqu'un. Qu'est-ce qu'on attend? Le chef du bois s'est levé pour s'adresser à la foule. Nous menons une enquête approfondie. Nous avons vu ce que nous avons vu, a interrompu Monique Leclerc. Je sais ce dont j'ai été témoin. Mais Sandrine avait interrogé Monique 2 fois de plus depuis leur première conversation. Chaque fois, les détails avaient changé. La certitude s'érodait, même si Monique ne voulait pas l'admettre. L'imam Karim a tenté de parler mais a été hué. La réunion s'est terminée sans rien résoudre. La tension était plus forte qu'auparavant. Parfois, le vrai dommage n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que les gens croient qu'il s'est passé. Sandrine a poursuivi son enquête méthodiquement. Elle a examiné en détail les antécédents de Léo. Né à Casablanca, scolarisé jusqu'au secondaire, pas de casier judiciaire. Les références de ses anciens employeurs étaient toujours positives. Ses réseaux sociaux montraient un jeune homme intéressé par le football, la cuisine et la photographie. Rien de radical, rien d'extrême. Elle a interrogé ses collègues au port. Ils l'ont décrit comme calme, travailleur, fiable. Il n'avait jamais exprimé d'hostilité religieuse. Il avait assisté au mariage de 2 collègues. Il avait célébré des fêtes avec des familles locales. C'est l'un des nôtres, a déclaré Éric Vidal, un ostréiculteur de 54 ans qui connaissait Léo depuis 2 ans. Cette accusation est ridicule. Léo ne ferait pas de mal à une mouche. Mais l'opinion publique s'était déjà solidifiée. Le récit était fixé. Un immigré détruit un symbole catholique sacré. Cela confirmait les préjugés, justifiait les craintes, donnait forme aux angoisses. Sandrine savait qu'elle avait besoin de plus que des témoignages de moralité. Elle avait besoin de preuves matérielles. Le rapport de la police scientifique est revenu avec des découvertes intéressantes. Les fragments de marbre ne montraient aucune trace de cellules de peau, de fibres de tissu ou de matériel biologique sur leur surface, là où des mains les auraient saisis. La base du socle avait été fixée avec un mortier ancien qui s'était dégradé au fil des décennies. Le poids de la statue était principalement soutenu par sa position, non par la force de sa fixation. Un ingénieur en structure a examiné les photographies et a donné son avis. La statue était devenue de plus en plus instable au fil des années d'érosion. Les fortes pluies d'eau avaient probablement accéléré l'érosion du mortier. La statue aurait pu tomber avec une force minimale, voire spontanément. Vous voulez dire que ça pourrait être un accident? A demandé le chef du bois à Sandrine. Je dis que les preuves ne soutiennent pas une destruction délibérée. La statue était précaire. Quelqu'un aurait pu la toucher, en l'examinant, et la faire basculer. Les témoins ont vu quelqu'un la pousser. Les témoins ont vu quelqu'un près d'elle, puis elle est tombée. Leur esprit a comblé les vides. Sandrine a demandé l'autorisation de procéder à une reconstitution.
Elle voulait comprendre exactement quelle force serait nécessaire pour renverser la statue dans son état détérioré. Le procureur, réticent à saper l'affaire, a finalement accepté. Pendant ce temps, Léo restait en détention. Sa détention a été prolongée en attente du procès. Sa mère au Maroc appelait tous les jours, en pleurant, posant des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Dans sa cellule, Léo priait 5 fois par jour. Il ne priait pas pour sa liberté. Il priait pour la vérité. La reconstitution de Sandrine a eu lieu à l'aube, lorsque les conditions de lumière correspondaient à celles du 14 septembre. Elle a fait venir un ingénieur en structure, un expert en criminalistique et une équipe de tournage pour tout enregistrer. Ils ont construit une réplique du socle avec une dégradation de mortier similaire. Ils ont utilisé un mannequin lesté correspondant aux dimensions et à la masse de la statue. Ils ont testé divers scénarios, poussées délibérées, contact accidentel, facteurs environnementaux. Les résultats ont été révélateurs. Avec le mortier dans son état dégradé, une force étonnamment faible était nécessaire pour déstabiliser la statue. Une forte poussée pouvait le faire, mais aussi une main ferme posée sur la statue pour s'équilibrer, ou même un vent fort combiné à des vibrations du sol. La statue était un accident en attente de se produire. L'ingénieur en structure a conclu que n'importe qui aurait pu le déclencher sans intention. Mais Sandrine a trouvé autre chose. En examinant les images de sécurité originales image par image à l'aide d'un logiciel d'amélioration avancé, elle a remarqué un détail que tout le monde avait manqué. La silhouette près de la chapelle semblait la photographier, pas la pousser. La posture suggérait quelqu'un tenant un téléphone ou un appareil photo en l'air, pas quelqu'un se penchant en avant pour pousser. Elle a recoupé cela avec les relevés téléphoniques de Léo. L'opérateur téléphonique a fourni des données montrant qu'il avait pris des photos lors de sa promenade matinale. 4 photos entre 6h30 et 6h55. Les métadonnées GPS le plaçaient à divers points le long du sentier côtier. Puis-je voir son téléphone ? A demandé Sandrine au chef du bois. Il est sous scellé. Ils l'ont récupéré. Avec la permission, Sandrine a accédé à la galerie de photos. Il y avait en effet 4 photos de ce matin-là. Une du lever de soleil sur la mer, une d'un oiseau de mer sur un rocher, une du phare des Roches, et une du port vu d'en haut. Pas de photo de la chapelle. Mais l'horodatage de la photo du port était de 6h51, précisément au moment où la caméra de sécurité du café a capturé quelqu'un près de la chapelle. Sandrine a étudié la photo de près. En arrière-plan, à peine visible, se trouvait le bord de la falaise avec la chapelle. Et au premier plan, il y avait le pouce de Léo. Accidentellement dans le cadre, une erreur de photographie courante. Mais voici le détail crucial, l'angle de la prise de vue signifiait que Léo se tenait au nord de la chapelle, regardant vers le sud, photographiant le port. Il n'aurait pas pu être à la chapelle elle-même à ce moment-là. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais elles ne formaient pas l'image que tout le monde attendait. Sandrine a présenté ses preuves au procureur. Il les a examinées avec scepticisme. Cela prouve qu'il était près de la chapelle au bon moment, a déclaré le procureur. Cela prouve qu'il était au nord de la chapelle, en train de s'éloigner, au moment exact où la statue est tombée, a corrigé Sandrine. Et cela prouve que quelqu'un d'autre était à la chapelle. Quelqu'un d'autre ? Les témoins ont dit. Les témoins ont vu une silhouette en vêtements clairs. Cette description pourrait correspondre à de nombreuses personnes. Sandrine y avait réfléchi. Elle est revenue aux déclarations des témoins. Tous les 3 ont décrit la silhouette comme portant des vêtements du Moyen-Orient ou une robe religieuse. Mais les images de sécurité n'étaient pas assez claires pour le confirmer. Et si les témoins avaient simplement supposé le type de vêtements en fonction du lieu et de l'heure ? Elle a commencé à enquêter sur une théorie alternative. Qui d'autre aurait pu être près de la chapelle ce matin-là ? Qui d'autre portait des vêtements qui auraient pu être confondus avec une djellaba dans une faible lumière ? Elle a examiné les registres des hôtels voisins. Plusieurs clients correspondaient à l'horaire général. Un a attiré son attention. Hugo Lambert, un touriste de l'île séjournant à l'hôtel du port. Il avait quitté l'hôtel le 15 septembre, le lendemain de l'incident. Elle a suivi la trace de Lambert grâce au relevé de carte de crédit. Il était de retour à Lille. Elle a organisé un appel vidéo. Hugo Lambert, 32 ans, est apparu à l'écran, l'air confus. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il ? Sandrine a expliqué la situation.
Étiez-vous près de la chapelle au sommet de la falaise le matin du 14 septembre? Le visage de Lambert a changé. Reconnaissance, puis inquiétude. Oh, mon Dieu! Oui, j'y étais. Je fais des promenades matinales quand je voyage. Je suis monté voir la statue. Elle est célèbre, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé? Je prenais des photos. Je m'intéresse à l'architecture religieuse. Je me suis approché pour examiner le socle. La maçonnerie était magnifique. J'ai peut-être touché la statue, juste légèrement, pour me stabiliser sur le sol inégal. Il a fait une pause. Et puis, elle est tombée. Je n'arrivais pas à y croire. Une minute elle était là, la suivante elle dégringolait de la falaise. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela? J'ai paniqué. J'ai cru qu'on m'accuserait. Je suis un touriste. Qui m'aurait cru? J'ai vu des gens arriver, alors je suis parti rapidement. Je suis retourné à mon hôtel, j'ai fait mes valises et j'ai pris un TER-TO. Je me sentais terriblement mal, mais je ne savais pas que quelqu'un d'autre avait été arrêté. C'est affreux. Sandrine sentait l'affaire basculer. Que portiez-vous ce matin-là? Un cafetan en lin que j'ai acheté au Maroc l'année dernière. De couleur claire. Je le porte pour mes promenades matinales. C'est confortable. Pouvez-vous décrire exactement ce que vous avez fait? Lambert a expliqué ses mouvements. Il s'était approché de la statue par l'est, avait examiné la base, placé sa main dessus pour s'équilibrer en s'accroupissant pour photographier des détails. La statue avait légèrement vacillé. Il s'était relevé rapidement, inquiet. Puis elle avait basculé. C'était comme si elle était à peine attachée. Je l'ai à peine touchée. Je le jure. Sandrine a tout enregistré. Ce témoignage, combiné aux preuves structurelles et à l'alibi de Léo, créait un récit complètement différent. Sandrine a présenté ses conclusions au procureur lors d'une réunion à huis clos. Le chef du bois était présent, son expression de plus en plus troublée à mesure que les preuves s'accumulaient. Nous avons un innocent en détention, a conclu Sandrine. La cause réelle était une défaillance structurelle déclenchée accidentellement par un touriste qui a paniqué et s'est enfui. Le procureur a examiné la documentation. C'est problématique. C'est la vérité, a dit fermement Sandrine. Le public est convaincu du contraire. Les témoins. Les témoins ont fait une erreur honnête. Ils ont vu quelqu'un près de la chapelle, ont entendu le fracas et ont supposé un lien de cause à effet. Mais leurs descriptions sont vagues et contradictoires sous interrogatoire. Les images de sécurité ne montrent pas ce qu'ils prétendent. Et nous avons maintenant les aveux de la personne réellement impliquée. Le chef du bois a pris la parole. Nous devons libérer Amrani immédiatement. Et ensuite? A demandé le procureur. Le village est déjà fracturé. Si nous admettons que nous avons arrêté le mauvais homme. Si nous disons que c'était un accident impliquant un touriste français qui est maintenant tranquillement de retour à l'île. Nous disons la vérité, a interrompu Sandrine. C'est ce que nous faisons. Le procureur a accepté de libérer Léo en attendant une enquête plus approfondie. Il a été libéré le 22 septembre, 8 jours après son arrestation. Léo est sorti du poste de gendarmerie pour trouver sa communauté qui l'attendait, la communauté musulmane et, étonnamment, un petit groupe de sympathisants locaux qui n'avaient jamais cru aux accusations. Le père Pierre était là. Il a étreint Léo. Je savais, a dit le prêtre. Je le savais dans mon cœur. Mais la communauté au sens large restait divisée. La déclaration officielle était soigneusement formulée, enquête en cours, preuves insuffisantes pour poursuivre les charges actuelles, des théories alternatives sont explorées. Ce n'était pas assez. Les réseaux sociaux se sont enflammés de théories du complot. Certains ont crié au camouflage. D'autres ont redoublé leurs soupçons initiaux. La vérité était trop compliquée, trop nuancée pour une consommation rapide. Sandrine savait qu'elle devait faire plus que simplement libérer Léo. Elle devait prouver de manière concluante ce qui s'était passé. Elle a organisé le retour volontaire d'Hugo Lambert à Saint-Briac-sur-Mer. Il a accepté, poussé par la culpabilité de l'emprisonnement de Léo. Le 28 septembre, il s'est tenu à une conférence de presse avec Sandrine, le chef du bois et le procureur. Lambert a raconté son histoire publiquement.
Il a montré ses photographies de ce matin-là. Des dizaines d'images de divers sites emblématiques de Saint-Briac-sur-Mer, dont plusieurs de la chapelle prises sous différents angles. Les horodatages corroboraient son récit. Son visage était visible sur des selfies pris près de la chapelle. J'ai fait une terrible erreur en fuyant, a dit Lambert, la voix tremblante. J'ai fait souffrir un innocent. J'ai poussé cette communauté à se retourner contre elle-même. Je suis profondément désolé. Je voulais seulement expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. La statue est tombée parce qu'elle était instable, pas parce que quelqu'un voulait la détruire. Les preuves étaient accablantes, le rapport structurel, l'analyse criminalistique, le témoignage et les photographies de Lambert, l'alibi de Léo, la chronologie qui l'exonérait. Mais cela suffirait-il à guérir Saint-Briac-sur-Mer? Le procureur a publié une déclaration officielle. Sur la base d'une enquête approfondie, nous avons déterminé que la destruction de la statue de la Vierge Marie était accidentelle, causée par une défaillance structurelle déclenchée accidentellement par M. Hugo Lambert, un touriste examinant le monument. Toutes les charges contre Léo Amrani sont par la présente rejetées sans possibilité de recours. L'enquête est close. Certains habitants ont accepté cela immédiatement, soulagés d'avoir la clarté. D'autres sont restés sceptiques, peu disposés à abandonner leur récit. D'autres encore ont ressenti de la honte pour la rapidité avec laquelle ils avaient porté un jugement. Léo est retourné travailler au port, mais tout avait changé. Certains collègues l'ont accueilli chaleureusement. D'autres ont présenté des excuses maladroites. Quelques-uns évitaient complètement son regard. « Comment te sens-tu par rapport à ce qui s'est passé ?» lui a demandé Éric Vidal lors d'un déjeuner avec une baguette et du fromage. Léo est resté silencieux un long moment. Trahi, a-t-il finalement dit. Je vis ici depuis 3 ans. J'ai travaillé à vos côtés. Je suis allé chez vous. Et pourtant, quand quelque chose de mal est arrivé, vous étiez tous prêts à croire le pire de moi. Pas nous tous, lui a rappelé Éric. Assez d'entre vous. La conversation reflétait une prise de conscience plus large qui se déroulait dans tout Saint-Briac-sur-Mer. L'incident avait exposé des lignes de faille que beaucoup avaient préféré ignorer. L'intégration n'avait pas été aussi réussie qu'ils le croyaient. La confiance n'avait pas été aussi profonde. Le Père Pierre a organisé un service interreligieux invitant les membres des communautés catholiques et musulmanes. Il s'est tenu dans le jardin de l'église, un terrain neutre. Environ 80 personnes y ont assisté, une participation modeste mais significative. Nous avons tous été rappelés à notre capacité à avoir peur, a déclaré le Père Pierre dans son homélie. Peur de l'autre, peur du changement, peur de perdre ce que nous tenons pour sacré. Mais nous avons aussi été rappelés que la peur nous égare. Elle nous fait voir des ennemis là où il y a des voisins. Elle nous fait voir de la malveillance là où il y a un accident. Elle nous fait oublier que nous sommes tous, en fin de compte, des êtres humains méritant dignité et jugement équitable. L'imam Karim a ajouté, nos foi peuvent différer dans la pratique, mais nous partageons des valeurs fondamentales, la justice, la miséricorde, la compassion, la vérité. Lorsque nous abandonnons ces valeurs au profit d'un jugement hâtif, nous trahissons tout ce que nous prétendons croire. Léo a assisté au service mais n'a rien dit. Sa présence était une déclaration suffisante. Hugo Lambert est resté à Saint-Briac-sur-Mer pendant une semaine, rencontrant les leaders de la communauté et tentant de réparer ses torts. Il a créé un fonds pour restaurer la statue, faisant personnellement un premier don de 10 000 €. L'argent ne répare pas ce qui s'est passé, a-t-il reconnu. Mais je veux contribuer à quelque chose de positif. La restauration de la statue est devenue un projet communautaire. Des artisans locaux ont travaillé aux côtés d'artisans issus de l'immigration. La nouvelle statue serait installée avec des systèmes d'ancrage modernes, correctement conçus. Une plaque commémorerait l'incident et ses leçons. Sandrine a terminé son rapport final et s'est préparée à retourner à son poste. Le chef du bois l'a rencontré avant son départ. « Vous avez fait du bon travail ici », lui a-t-il dit. « J'ai fait ce qui était nécessaire », a répondu Sandrine. Mais le vrai travail, c'est ce qui vient après. Cette communauté doit décider quel genre d'endroit elle veut être. Que pensez-vous qu'il va se passer? Certains en tireront des leçons, d'autres non. C'est la nature humaine. Mais au moins, la vérité est établie. C'est déjà quelque chose. Avant de partir, Sandrine a rendu visite à Léo dans son appartement.
Il lui a offert un thé à la menthe, qu'elle a accepté. Que ferez-vous maintenant? A-t-elle demandé. Léo a regardé par la fenêtre vers le port. Je ne sais pas. J'ai pensé à partir, à retourner au Maroc, ou peut-être à essayer un autre pays. Mais ça ressemble à une fuite. Vous ne devez rien à cet endroit. Peut-être pas. Mais je me dois quelque chose à moi-même. Je ne laisserai pas la peur et les préjugés me chasser d'une vie que j'ai construite. Ce serait leur donner un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Sandrine a hoché la tête avec respect. C'est courageux. Où t'es-tu? A dit Léo avec un léger sourire, son premier depuis le début de l'épreuve. Octobre a apporté un temps plus frais et un changement progressif à Saint-Briac-sur-Mer. La saison touristique s'est terminée, laissant les habitants naviguer dans leur nouvelle réalité sans regards extérieurs. La communauté musulmane avait été traumatisée par la fausse accusation. Plusieurs familles avaient prévu de déménager. D'autres avaient construit des murs autour d'elles, n'étant plus intéressées par l'intégration si cela signifiait être vulnérable aux soupçons. Monique Leclerc, la commerçante qui avait été un témoin principal, luttait avec son rôle dans ce qui s'était passé. Elle avait été si certaine de ce qu'elle avait vu. Les autorités avaient validé sa certitude. La communauté s'était ralliée à son témoignage. Maintenant, cette certitude s'était révélée erronée. Elle s'est rendue un soir à l'appartement de Léo, un voyage difficile qui l'a menée dans le quartier des immigrés où elle était rarement entrée auparavant. Il a ouvert la porte, surpris. « Madame Leclerc. Je vous dois des excuses, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'avais tort. J'étais si sûre, mais j'avais tort. J'ai contribué à vous mettre en prison pour quelque chose que vous n'avez pas fait. » Léo a étudié son visage. Il y a vu un remords sincère, mais aussi la blessure d'ego de quelqu'un qui avait été publiquement corrigé. « Entrez, a-t-il dit. Ils se sont assis dans son petit salon. Monique a expliqué comment elle s'était convaincue de ce qu'elle avait vu, comment le biais de confirmation avait solidifié sa mémoire en une fausse certitude, comment elle avait projeté ses vagues angoisses sur le changement sur une cible commode. « Je ne suis pas une mauvaise personne, a-t-elle insisté. Je ne voulais pas vous faire de mal. Mais vous m'avez fait du mal, a répondu doucement Léo. Les bonnes intentions n'effacent pas les conséquences. Je sais. Je veux juste. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas agi par haine. La peur et la haine ne sont pas aussi différentes que les gens le pensent. Toutes deux traitent les gens comme moins qu'humains. La conversation a été douloureuse mais nécessaire. Monique est partie sans pardon. Léo n'était pas prêt à l'offrir. Mais avec une compréhension. Parfois, la responsabilité signifie s'asseoir avec l'inconfort plutôt que de chercher une absolution immédiate. Tout le monde n'a pas cherché la réconciliation. Nicolas Moreau, l'entrepreneur ostréicole, a maintenu ses soupçons malgré les preuves. Pour lui, l'explication officielle était trop commode, trop politiquement correcte. Ils protègent leur récit, a-t-il dit à ses partisans lors d'une réunion privée. La population musulmane augmente. Les autorités ne veulent pas de conflit, alors elles fabriquent cette histoire de touristes. Nous savons ce que nous savons. Sa théorie du complot a trouvé des adeptes. Pour certaines personnes, les preuves n'étaient pas aussi puissantes que la satisfaction émotionnelle de leur jugement initial. Cette faction est restée petite mais bruyante. Ils ont organisé des manifestations lors de l'inauguration de la nouvelle statue en novembre. Ils ont distribué des tracts remettant en question l'enquête. Ils ont rendu la vie inconfortable pour la communauté musulmane par 1000 petits actes d'hostilité. Le père Pierre a confronté Nicolas directement. « Vous empoisonnez ce village. »« Je le protège », a rétorqué Nicolas. « Vous êtes devenu faible, père. Trop disposé à compromettre nos traditions. Notre tradition, c'est l'hospitalité. C'est la compassion. C'est voir le Christ dans l'étranger. Vous avez oublié cela au profit de la peur. » Mais Nicolas n'était pas intéressé par un débat théologique. Il avait fait de son identité le fait d'avoir raison, et admettre son erreur nécessiterait de détruire cette identité. La communauté s'est divisée en 3 groupes, ceux qui acceptaient la vérité et cherchaient la guérison, ceux qui rejetaient la vérité et s'accrochaient à leur récit, et ceux qui voulaient simplement oublier tout l'incident. Léo se retrouvait à naviguer quotidiennement entre ces factions. Certains voisins se montraient particulièrement amicaux, surcompensant leurs suspicions passées.
d'autres l'évitaient. Une petite minorité restait ouvertement hostile. Il a développé une carapace. Il a également approfondi ses relations avec ceux qui l'avaient soutenu. Son amitié avec Éric Vidal s'est renforcée. Il s'est rapproché du père Pierre, engageant des discussions théologiques régulières qui enrichissaient les deux hommes. « Vous pourriez partir », lui a dit le père Pierre lors d'une conversation. « Recommencer à zéro quelque part où l'on ne connaît pas votre histoire. »« Je pourrais », a reconnu Léo. « Mais alors quoi ? Je passe ma vie à fuir les préjugés. Il y en a partout. Au moins ici, je sais qui était à mes côtés quand ça comptait. » La restauration de la statue est devenue symbolique de la lutte interne du village. Les travailleurs locaux et immigrés ont collaboré au projet, mais des tensions ont régulièrement fait surface. Des disputes ont éclaté sur les détails de conception, les méthodes d'installation, même les arrangements pour la pause déjeuner. Pourtant, ils ont continué. Le chef de projet, un ingénieur français nommé Antoine Martin, a insisté sur une représentation égale dans la prise de décision. Lorsque des désaccords survenaient, il forçait les deux parties à présenter leurs arguments et à trouver un compromis. « Nous ne construisons pas seulement une statue », a-t-il dit à l'équipe. Nous prouvons que nous pouvons construire quelque chose ensemble. La nouvelle statue a lentement pris forme. Conçue par un artisan renommé de Nantes, elle intégrait une ingénierie moderne tout en respectant le design traditionnel. Le système d'ancrage pouvait résister aux conditions météorologiques extrêmes et à l'activité sismique. Cette statue ne tomberait pas. Au fur et à mesure qu'octobre avançait, Léo a remarqué des changements subtils. Quelques voisins ont commencé à le saluer par son nom. Des commerçants qui l'avaient auparavant servi avec une efficacité froide engageaient maintenant la conversation. Des enfants à qui l'on avait appris à le craindre jouaient près de son immeuble sans intervention parentale. Le progrès n'était pas universel, mais il était réel. La détective Sandrine Leblanc a visité Saint-Briac-sur-Mer une dernière fois fin octobre. Elle voulait voir comment les suites de son enquête s'étaient déroulées. Elle a rencontré Léo dans un café surplombant le port. « Comment vous en sortez-vous » a-t-elle demandé. « Certains jours sont meilleurs que d'autres », a admis Léo. « Je fais encore des cauchemars de la cellule. Je sens encore les yeux des gens sur moi, se demandant si la gendarmerie n'avait pas raison la première fois. Les preuves étaient claires. Les preuves ne changent pas ce que les gens veulent croire. » Sandrine comprenait profondément cette vérité. Sa carrière lui avait montré à plusieurs reprises que les faits et les croyances occupent des territoires différents dans l'esprit humain. « Vous êtes plus courageux que la plupart des gens ne le réalisent », lui a-t-elle dit. « Restez ici, affrontez cette communauté tous les jours, refusez d'être définis par leurs pires suppositions. Cela demande de la force. » Léo a légèrement souri. « Ou peut-être que je suis juste têtu. Ma mère a toujours dit que j'étais trop têtu pour mon propre bien. » Avant de quitter Saint-Briac-sur-Mer, Sandrine a assisté à la phase finale de l'installation de la statue. La nouvelle Vierge Marie, d'un marbre blanc éclatant avec une structure interne renforcée, a été soulevée par une grue sur son socle modernisé. Des dizaines d'habitants se sont rassemblés pour regarder. La foule était mixte, locaux et immigrés, catholiques et musulmans, partisans et sceptiques. Ils se tenaient ensemble dans une proximité inconfortable, unis temporairement par le témoignage partagé de ce moment. Le père Pierre a béni la nouvelle statue. L'imam Karim a offert des prières pour la paix et la compréhension. La cérémonie a été brève, respectueuse, inclusive. Lorsque la grue a abaissé la statue en place, la fixant de manière permanente, des applaudissements spontanés ont éclaté. Tout le monde ne s'est pas joint, mais assez l'ont fait pour créer un son de soulagement collectif. Peut-être que la statue représentait plus que la dévotion religieuse. Peut-être qu'elle représentait la possibilité de réparation. Novembre a apporté des tempêtes d'hiver à Saint-Briac-sur-Mer. La pluie a battu la nouvelle statue. Le vent a testé son ancrage. Les vagues se sont écrasées contre les falaises en contrebas. La statue a tenu bon, tout comme la communauté qui apprenait lentement à reconstruire la confiance. Léo a continué ses promenades matinales, passant toujours devant la chapelle comme il le faisait depuis 3 ans. Maintenant, parfois, d'autres marcheurs le saluaient. Un matin, une femme âgée du village l'a arrêté et a simplement dit « Je suis contente que vous soyez resté ». Puis elle a continué sa promenade. Ces petits moments se sont accumulés, créant un récit différent de celui qui avait failli le détruire.
Le fonds de compensation d'Hugo Lambert a soutenu non seulement la restauration de la statue, mais aussi des programmes communautaires interreligieux. Les jeunes, moins accablés par les préjugés de leurs parents, se sont réunis pour des projets collaboratifs, nouant plus facilement des amitiés. Léo s'est porté volontaire pour enseigner la photographie aux étudiants, leur montrant comment voir la beauté sous différentes perspectives. Monique Leclerc a rejoint l'initiative interreligieuse, travaillant aux côtés de Léo à la planification d'événements. Leurs interactions sont restées professionnelles, courtoises, pas encore chaleureuses. Le pardon était un plus long voyage, mais la prise de responsabilité avait commencé. En décembre, l'ostréiculture s'est stabilisée alors que les travailleurs reconstruisaient une coopération fonctionnelle. Les réservations touristiques ont repris. Le père Pierre et l'imam Karim ont établi un conseil interreligieux permanent, se réunissant mensuellement pour aborder les préoccupations avant qu'elles ne s'enveniment. Au solstice d'hiver, la communauté a organisé un festival des Lumières. Les illuminations de Noël françaises brillaient aux côtés des lanternes de Ramadan. Léo se tenait là, regardant les familles se mélanger, comprenant pourquoi il était resté. S'enfuir signifierait qu'ils avaient gagné. Rester signifie que je peux me définir moi-même. Juste un homme qui travaille, marche, prie et vit sa vie. Hugo Lambert est revenu en janvier, retrouvant Léo pour un café. Ils ont découvert un terrain d'entente inattendu et ont commencé à construire quelque chose au-delà de la culpabilité. Une compréhension entre deux humains imparfaits pris dans des circonstances plus grandes qu'eux. La statue se dresse, plus forte qu'avant. L'histoire de Saint-Briac-sur-Mer ne s'est pas terminée par une réconciliation parfaite. Certaines blessures sont restées trop profondes, mais assez de gens ont choisi différemment. Assez ont reconnu que les communautés se construisent sur la volonté de réparer ce qui se brise. L'impossible n'était pas la chute de la statue. L'impossible, c'est ce qui s'est passé après. Une communauté qui aurait pu se détruire a choisi de se reconstruire, prouvant que la transformation, aussi difficile et incomplète soit-elle, reste possible lorsque des gens ordinaires agissent avec courage, honnêteté et compassion.